Personne le long du mur. Personne le long du mur, monsieur là. Tu vas y voir à la mairie? Non. Papa est resté avec mamie. Ils prennent un café. Mais tu as été fouillé dans mes malles au grenier? Qu'est-ce que tu as été faire dans mon grenier? Tu sais pourtant que j'aime pas ça. Mamie avait des cartons inventés quand on est arrivé avec papa. Il l'a aidé et moi ça faisait longtemps que je voulais voir ce qu'il y avait dans tes malles. Ces malles renferment bien des souvenirs. Des souvenirs de mon père et d'un jeune garçon qui avait 10 ans à l'époque. Ces souvenirs, tu dois les respecter, comme moi je les ai respectés toutes ces années. Mais papy, l'année dernière, quand on a parlé de la Seconde Guerre mondiale à l'école, je t'avais posé la question que la maîtresse nous avait donnée. Tu m'avais dit que j'étais trop petit pour comprendre et tu n'avais pas répondu. Oui, je m'en souviens très bien. Mais tu sais, ces choses ne sont pas de simples souvenirs. Chacune d'elles est rattachée à des petits bouts de bonheur, de joie parfois. Mais le plus souvent, c'est au malheur, à la tristesse et à la douleur qui s'associent. Ceux qui ont connu cette période ont plutôt cherché à l'oublier. Beaucoup de nos aïeux nous ont quittés. Mon père n'est plus là pour en parler. Ses copains non plus d'ailleurs. Il ne reste que moi à qui mon père s'était confié. Et peut-être le petit garçon, ce petit Rémi. J'ai grandi, papy, et j'ai tellement envie que tu me racontes tout ça. Et puis, c'est qui ce petit garçon que tu appelais Rémi? Tu as raison. Le moment de t'en parler est peut-être arrivé. C'est une longue histoire que tu me demandes de te raconter. Tu as dû apprendre à l'école qu'en 1933, Hitler était devenu chancelier de l'Allemagne. Eh bien, seulement 2 ans après, en 1935, il a déjà réarmé son pays. En 1936, il défie la France et l'Angleterre en réoccupant la Rhénanie. Comme Hitler le pressentait, les Alliés n'ont rien fait. En 1938, il annexe de force l'Autriche à l'Allemagne. Et une fois de plus, la France et l'Angleterre ne font rien. Hitler est désormais convaincu qu'il n'a plus qu'à mobiliser ses armées et que tout irait bien pour lui. Mais pourquoi il a fait ça? Nous étions peu de temps après la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait perdu cette guerre, la France avait récupéré l'Alsace et la Lorraine, et l'Allemagne avait des dommages de guerre très lourds à payer. Là-dessus arrive le krach boursier de 1929. Il met encore un peu plus ce pays à mal. Les Allemands sont confrontés à de très grosses difficultés, plus de travail, plus d'argent. Hitler, qui n'était pas encore chancelier à cette période, nourrit beaucoup de rancœur envers les Alliés qui avaient vaincu son pays. Et je ne sais pas trop pourquoi, il a rendu les Juifs responsables de cette défaite. Il les persécutera par la suite. Hitler, qui était un formidable orateur, savait parler à la foule et trouver les mots que les Allemands voulaient entendre. Il a su se faire aimer et redonner confiance à ce peuple qui l'amenait au poste de chancelier en 1933. À partir de là, tout lui était permis. Il a redonné du travail à tout le monde, il a réarmé son pays discrètement, alors qu'un traité le lui interdisait. Il a menti, il a trompé tout le monde alors. Eh oui, en quelque sorte. Ce qu'il voulait, c'était que l'Allemagne retrouve sa gloire passée, lui rende son prestige, que tout le monde ait les yeux tournés sur son pays. Tiens, un exemple. Tu sais que nous sommes organisateurs des JO cette année. Eh bien, en 1936, c'est Berlin qui a organisé les Jeux Olympiques. Et c'est cette année-là que, pour la première fois, une flamme est partie de Grèce pour aller jusqu'en Allemagne allumer la vasque olympique. Bah alors, la flamme qui traverse plusieurs pays, ça vient de là? Eh oui, cette année-là, le relais qui a fait voyager la flamme olympique a été créé juste pour mettre en avant l'Allemagne nazie. Mais dis-moi au fait,
Qu'as-tu trouvé dans mes malles? Ah, ce drapeau, la Pologne. Le 1er septembre 1939, le début de tout ce chaos. Ferme les yeux, mon petit, et imagine des soldats allemands qui brisent une barrière. Ah oui, c'est le 1er septembre 1939 que tout a commencé. Eh oui, c'est ça. Le début de l'horreur. Et en France, ça a commencé comment? Toujours plus tard, le 3 septembre, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. La mobilisation générale est annoncée à la population à la radio. Et des affiches vont être placardées dans tout le pays. Ah, c'est les affiches là. Ferme les yeux. Tu entends le tocsin? Oh non, ça y est, ils l'ont déclaré. Oh mon Dieu, c'est la guerre. Et mon fils, le ligne Maginot, qu'est-ce qu'il va devenir? Et moi, j'ai mon frère là-bas. Nous ne sommes que 21 ans après la Première Guerre. Les souvenirs sont encore bien présents. Les hommes en âge de porter l'uniforme et les armes sont mobilisés. Sans joie, mais très déterminés. Guerre atroce qui fait
Ça y est, les hommes sont partis à la guerre. Mais qu'as-tu encore dans ta charrette? J'ai trouvé ça. T'as vu les gravures qu'il y a dessus? C'est le quart de mon grand-père. Il s'appelait Alfred. Il a été mobilisé début septembre 1939 et dirigé vers la ligne Maginot, comme tant d'autres soldats. De leur arrivée jusqu'à fin avril 1940, il ne se passera pas grand-chose. C'est la période que l'on appellera la drôle de guerre. Imagine tous ces soldats regroupés dans les camps, sous les ordres de leurs supérieurs. Il y avait bien quelques combats parfois, mais ils passaient le reste de leur temps à s'entraîner et tromper l'ennui en gravant leur cœur, par exemple, comme l'a fait mon grand-père. Wunderbar, allerdings Siegfried. Wunderbar. Kamerad. À Paris. Jolie femme. Ja! Wunderbar. Schön, schön. Was allerdings Siegfried. Léo. Kleine Bier, bitte. Ein Bier, ah bon, C'est quoi? Les civils, c'est dehors. Les civils. Les gens, c'est... Non, vous sortez de là. Vous poussez de là. Vous poussez de là. Bye bye. Puis arrive le 10 mai 1940. Le chancelier Hitler ordonne l'attaque de la Hollande, de la Belgique, du Luxembourg, de la France. C'est le plan jaune. Le 14 mai, la Hollande dépose des armes. Le 28 mai, sur ordre du roi Léopold III, la Belgique capitule. Dans le nord de la France, les combats commencent à faire rage. Nos soldats vont résister de toutes leurs forces. Ils vont réussir à stopper momentanément l'avance allemande. Le temps du rembarquement des troupes anglaises à Dunkerque. C'était l'opération Dynamo. Pour les Alliés, cela se soldera par 35 000 prisonniers, 48 000 morts. Mais 338 226 seront sauvés. Oui,
Winston Churchill, lui-même, dira de cette opération qu'elle fut une victoire, puisque 85% des effectifs seront rapatriés. Mais maintenant que je t'ai dit tout ça, écoute ce qu'a dit le général von Küchler, commandant la 18e armée de la Wehrmacht, qui a fait face à ces valeureux soldats français. Malgré notre écrasante supériorité numérique, les Français contre-attaquent en plusieurs points. Je ne parviens pas à comprendre ces soldats luttant à parfois 1 contre 20, trouvant la force de donner l'assaut stupéfiant. Je retrouve en ces soldats la même fougue que ceux de Verdun en 1916. Nous ne perçons nulle part et nous subissons des pertes terrifiantes. Dunkerque apporte la preuve que les soldats français est le meilleur au monde. L'artillerie française, tant redoutée en 14-18, démontre une fois de plus sa redoutable efficacité. Nos pertes sont terrifiantes. De nombreux bataillons ont perdu 60% de leur effectif, parfois même plus. Tu vois, même ce général allemand avait un grand respect envers nos valeureux soldats. L'attaque allemande a jeté sur les routes toute une population civile qui fuit massivement devant ces combats. C'est l'exode. En quelques semaines, près de 8 millions de personnes s'enfuient du nord vers le sud de la France, n'emportant avec elles que de maigres affaires. Comme ça, par exemple? Oui, on appelle ça des galoches. Tout le cuir allait aux Allemands. Les Français n'avaient plus de quoi se chausser. Ils ont dû ressortir des sabots, des chaussures à semelle de bois des anciens. Tu vois ces galoches-là? Ma grand-mère les avait trouvées le long de la route pendant l'exode. Les Allemands n'ont pas réussi à les rattraper. Si. Tu vois, ton arrière-grand-père, il avait à peu près ton âge à cette époque. Il vivait à Droisy. Ses parents ont décidé qu'ils devaient quitter leur ferme pour se réfugier à Rennes. Eh bien, quand ils sont arrivés, les Allemands y étaient déjà. Ils ont fait demi-tour et sont rentrés à Droisy. Mais dis-moi, papy, ils sont arrivés quand, les Allemands, chez nous? Le 7 juin 1940, les Panzers franchissent la Brelle et l'Eppe. La Seine-Maritime est envahie. Les attaques, précédées des bombardements, causent de terribles incendies. Neuchâtel-en-Bray perd 95% de ses maisons d'habitation. Les destructions touchent aussi Yvetot, Côte-Bec-en-Caux, Louviers. D'Évreux et des alentours, on entend des mitraillages et des explosions sur le champ d'aviation, que l'on appelle aujourd'hui la BA-105. L'avance allemande est si rapide en Pays de Caux que les Français font sauter les ponts sur la Seine et incendient les dépôts de carburant de la basse Seine, afin qu'ils ne tombent pas entre les mains ennemies. Une épaisse fumée s'élève alors dans le ciel, balayée par le vent. Elle traverse le Calvados, au grand effroi des habitants. 2 jours plus tard, les Allemands rentrent dans Rouen, et les quelques combats qui s'y déroulent déclenchent des incendies. Mais les nouveaux occupants interdisent aux pompiers d'intervenir. Pendant 4 jours, les Rouennais voient les vieux quartiers entre la Seine et la cathédrale partir en fumée. Évreux sera également bombardé les 9 et 10 juin, rasant 25% des constructions et faisant 350 victimes. Le 11 juin, la Wehrmacht rentre dans Évreux. La population effrayée quitte la zone de combat. Les autorités partent aussi, encourageant les derniers indécis à les suivre. Sur 19 300 habitants que comptait Évreux, seulement 180 resteront. Des soldats français tenteront bien encore et encore de lutter. Par exemple, au Clocherizet, à Gauciel, un petit groupe de soldats a réussi à ralentir l'avance allemande pendant quelques heures. Ces pauvres gars l'ont payé de leur vie. Le 14 juin, Paris est occupé. Et lui, c'est qui? Le 17 juin, le nouveau chef du pays, le maréchal Pétain, annonce à la radio son intention d'arrêter les combats. Ici, à la répétition nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr
de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Erwin Rommel, encore peu connu, profite de ces jours de flottement pour foncer à la tête de ses chars, sur Flers, Vire, Coutances, qui tombent rapidement entre ses mains. Le 19 juin, Cherbourg tombe également. Tu vois, la Normandie a été prise en 13 jours seulement. Mais, papy, le 18 juin, c'est aussi une date importante, non? Oui, tu as raison. Si Pétain a demandé à cesser le combat le 17, le lendemain, un inconnu du nom de De Gaulle lance un tout autre appel à la BBC. Lui, il veut continuer la lutte et demande à tous ceux qui le peuvent de le rejoindre à Londres. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Le gouvernement polonais, le gouvernement norvégien, le gouvernement hollandais, le gouvernement belge, le gouvernement luxembourgeois, quoique chassés de leur territoire, ont compris ainsi leur devoir. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations. L'officier Otto von Stulnagel ramènera ce nombre à 50. 2 seront acquittés, les 48 autres seront fusillés sur les 3 lieux où ils étaient détenus. Près de Paris, au Mont-Valérien, à Nantes et à Châteaubriand. C'est là où le plus connu, Guy Moquet, 17 ans, perdra la vie après avoir écrit une lettre à sa famille. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande,
toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes 2 frères, Roger et Rino. Quant au véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait, ainsi qu'à maman, bien de peine, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis et à mon frère que j'aime beaucoup. Qu'il étudie bien, pour plus tard être un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de tous vous quitter. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur, l'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Le 7 décembre 1941. Ils mirent toutes leurs usines à fabriquer armes, camions, avions, bateaux et tout ce qu'il fallait pour la guerre, et expédier tout ça en Angleterre. Tandis que les bateaux amenaient les armes dans leurs cales, les bombardiers traversaient l'Atlantique pour aider la Royal Air Force anglaise dans ses missions. Et les Français, ils ne se battaient plus? Oh que si. Beaucoup de marins, d'aviateurs, de militaires sont partis rejoindre De Gaulle en Angleterre, mais aussi des civils, tous volontaires pour prendre les armes, en devenant pilotes de chasse, de bombardiers, devenant des commandos SAS, se battant en mer, dans les airs, ou se battant en Afrique, comme ces commandos en Libye en 1942. Mais en France, il y avait des soldats qui se battaient. Non, mais en 1943, les réseaux de résistance étaient structurés, regroupés. Jean Moulin, sur instruction de De Gaulle, créera le Comité national de la résistance, ce qui amènera la résistance à porter des coups très durs aux Allemands, chercher des renseignements, faire des sabotages, passer des informations en Angleterre, ou récupérer du matériel parachuté, au prix du risque d'être arrêté ou tué. Ça devait être dur de vivre à cette période. Oui, bien sûr. Mais à côté de ça, il pouvait y avoir des moments un peu plus doux, un peu plus agréables. Comme ce soldat allemand qui jouait du piano pour les enfants de Cracovie. D'un ton autoritaire, l'officier leur disait de s'asseoir pour l'écouter. Ils se mettaient alors à jouer. Tu te rappelles du petit Rémi dont je t'ai parlé au début de l'histoire? Eh bien, c'est lui qui me l'a raconté. Il avait 10 ans à l'époque. Il en a maintenant 90. Mais il s'en souvient comme si c'était hier. Et on a été touchés par ici quand Évreux a été bombardé? Non, mais Rémi m'a raconté une bien triste histoire. Des bombardiers américains, en février 1944, avaient un objectif près de la base 105, là où se situe Jardiland aujourd'hui. Mais les avions étaient très hauts,
les bombes sont tombées sur Saint-Aubin-du-Livre. Juste avant le passage des avions, une alerte avait été donnée. La femme qui tenait le bistrot avait demandé au petit Rémi, qui venait chercher du tabac pour son père, de rester dans le village. Ne l'écoutant pas, il quitta Saint-Aubin. Un peu plus tard, les bombes faisaient de gros dégâts, tuant plusieurs personnes dans le bois. En me racontant cette histoire, Rémi m'a montré une photo de classe, où 3 jeunes filles de sa classe étaient décédées dans ce bombardement. C'est triste, papy, ce que tu me racontes. Eh oui, ça fait partie des horreurs de la guerre. Et la libération, ça s'est passé comment? Rappelle-toi ce que tu as appris. Le 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué sur les plages normandes. Au prix de durs combats, village après village, ils ont libéré notre région. Je vais encore reprendre les souvenirs du petit Rémi. Dans la journée du 22 août, les Américains ont traversé Brossolles en direction de Guichainville pour s'y établir pour la nuit. Ils sont pour beaucoup arrivés à pied. Leur artillerie avait été mise en batterie à Beyrouth, d'où ils tiraient des obus sur le chemin de Sainte-Marguerite. Les tirs étaient guidés par un petit avion qui volait au-dessus de Guichainville. Ce qui étonna le petit Rémi, c'était la grande précision des tirs. Tous les obus sont tombés sur le chemin de Sainte-Marguerite. Si les Allemands étaient partis, il n'y avait plus de guerre pour nous. Oui, pour nous les combats cessaient. Notre région était libérée. Mais les Allemands étaient repoussés, mais la guerre n'était pas finie encore. Le front s'éloignait. La canonnade ne s'entendait plus. La vie reprenait ses droits, tout doucement, mais avec beaucoup de privation. Puis un jour, le garde champêtre passa avec une cloche qu'il sonnait à toute volée, en annonçant à tout le monde « La guerre est finie, la guerre est finie !» Et oui, la guerre était finie. La grenade.
Il n'y avait plus de guerre pour nous. Oui, pour nous les combats cessaient. Notre région a été libérée. Mais les Allemands étaient repoussés, mais la guerre n'était pas finie. Le front s'éloignait. La canonnade ne s'entendait plus. La vie reprenait ses droits, tout doucement, mais avec beaucoup de privation. Puis un jour, le garde champêtre passa avec une cloche qu'il sonnait à toute volée, en annonçant à tout le monde « La guerre est finie, la guerre est finie !» Et oui, la guerre était finie. Tous les habitants de la commune étaient heureux. Des tables furent installées sur la place de la mairie, des bouteilles de cidre furent débouchées, les hommes sonnèrent les cloches de l'église à toute volée. C'était la libération. Tout le monde était heureux. Tout ça se terminait. Et du coup, l'armée de l'air française était en reconstruction. Il y avait un groupe de musiciens qui logeaient dans le château de Bérou. Ils étaient une 60aine. Le petit Rémi me racontait que c'est sûrement le bal où il y a plus de musiciens. Ils jouèrent pour les habitants. C'était un bal, c'était la fête, c'était la liesse, le bonheur. Le Cid coulait à flot. Apparemment, des couples se sont formés ce soir-là. Les gens étaient heureux. Enfin, la guerre était finie. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agile sur l'onde tranquille, les barques dociles au bras des amants, de fraîches guingones son affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez belle fille, là sous la charmille, soyez bien gentille, l'amour nous attend. Les tables sont prêtes, l'auberge est honnête, y a des chansonnettes et y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc qu'on boit tous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de... Au cœur du monde, par la foudre et le canon, en comptant chaque seconde, car ce jour est le plus long. Sous le fer et la mitraille, des milliers se coucheront, et le soir de la bataille, des milliers se compteront. Le jour est long, le jour est long.
sang des compagnons qui ont fait marcher l'histoire en mourant pour le plus long. Le jour est long, le jour est long, et la peur est tout au long, et l'espoir est tout au fond, et les cris sont des millions. Je vais demander à tous mes camarades qui ont fait le spectacle pour vous de se mettre en arc de cercle autour de moi. Je vais appeler, nommer toutes les associations qui ont participé à ce spectacle pour vous. Il y a d'abord, je vais commencer par le VMRM, présidé par Alain Fournier. Ils sont où le VMRM? Allez, un peu de bruit là. Il y a le HVCA, présidé par Sébastien Poulpeau. Où Sébastien, le HVCA? Ah, ils sont tout cachés, ils sont derrière. Allez, venez avec nous, venez avec nous. Approchez-vous. Ah, ils méritent aussi des applaudissements. Il y a le 30e Old Hickory, présidé par Fabrice Léonet, pardon. Ils sont où? Ils sont cachés. Il y a le GRM 40, présidé par Anthony Deveau. Il y a le Trio Musette, présidé par Jean-Luc Langlois. Il y a le 30e ID Memory Club, présidé par Franck Vallée. Il y a le 79e Memory Club, présidé par Marc Husson. Il y a l'ADLP, présidé par Denis Lepriel. On a un PTL-5 qui passe pour nous. C'est un avion de la Seconde Guerre. Il n'était pas prévu, mais c'est génial. Merci aux pilotes. Donc je répète, le ADLP, présidé par Denis Lepriel. Ils sont sur le char. Et je vais finir par l'ARG. L'ARG, c'est mon groupe que je préside. Je les salue. Je voudrais les remercier parce que j'aurais mené un peu la vie dure. Excusez-moi, mais voilà, merci. Je voudrais aussi remercier Alexandre. Alexandre, viens, approche aussi. Alexandre de Force 5 qui a assuré la sonorisation de ce spectacle. Et une petite mention particulière pour Yannick Herminier qui, lui, on a encore ce petit N5 qui passe. Donc je disais, une petite mention particulière à Yannick. Yannick, allez, viens aussi. C'est lui qui a monté toute la bande son. Et je voudrais remercier la municipalité de Grosseul pour nous avoir fait confiance encore une fois. Et le comité des fêtes présidé par Virginie Néou. Merci à tous. Merci à tous de venir nous voir. Surtout que les enfants ne ramassent surtout pas non plus qu'ils peuvent venir sur le terrain car il y a des risques importants de brûlure. Donc surtout les enfants, si vous voyez des objets par terre, merci.